Sekou Manga, merci infiniment de me permettre de faire une interview avec toi. C'est vraiment un honneur pour moi de te rencontrer. Ça fait quelques temps déjà qu'on discute. On a beaucoup échangé ces derniers mois et là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te voir de chair et d'os. Voilà. Donc déjà, matondo pour l'honneur que tu nous fais à moi et à Afro-Chronique. Merci, je suis très honoré aussi parce que je connais tes émissions, je connais ce que tu fais sur Internet, sur YouTube. Bon, j'apprécie et pour moi c'est un privilège de pouvoir répondre à tes questions et de bénéficier de ta présence. Merci. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui d'être Sekou Manga? Moi, je pense que Cheikh Anta Diop est la source, vraiment. Donc, moi, j'ai connu Cheikh Anta Diop à l'époque où j'étais en Afrique, dans les années 70. D'accord. Voilà, j'étais au Sénégal en 1972. Et puis, j'ai entendu parler de Cheikh Anta Diop, mais je le connaissais pas vraiment bien. Mais j'ai eu l'occasion de lire par la suite ses travaux, surtout Nation Nègre et Culture en premier. Et j'étais impressionné par le personnage, par la démonstration scientifique. Et pour moi, Cheikh Anta Diop était celui qui pouvait contribuer à une révolution irréversible dans le monde noir. Bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti. D'accord. Parce que les autres panafricanistes, comme Césaire, c'était le monde littéraire, poétique, Senghor et autres. Et bon, Senghor n'est peut-être pas le meilleur exemple lorsqu'on parle de panafricanisme, mais même des gens comme Lumumba, même Mandela, Frantz Fanon. Bon, il y a des hommes très intéressants dans la communauté qui se sont battus sincèrement, qui sont morts pour leur cause, pour notre cause commune. Mais la différence avec Cheikh Anta, c'était un scientifique. Donc il avait l'approche qui permettait de bousculer l'Occident, parce que l'Occident se prétend scientifique. Or Cheikh Anta étant égyptologue, étant physicien, mathématicien, une bonne connaissance de la linguistique, l'astronomie, dans le nucléaire, il a travaillé sur le carbone 14 à l'IFAN au Sénégal. Bon, il a travaillé avec Pierre et Marie Curie, donc c'est quelqu'un qui avait l'assise scientifique. Et il nous amenait scientifiquement à l'histoire, à l'antériorité des nations, des peuples noirs, l'antériorité de la civilisation. C'est-à-dire que la civilisation universelle ne peut pas partir au-delà de ce que les Noirs ont créé eux-mêmes. Donc j'ai compris que Cheikh Anta était l'homme qu'il fallait. Donc je me suis intéressé à lui et moi-même, ma propre formation est venue à partir des travaux de Cheikh Anta. D'accord. Quand plus tard je suis revenu à Paris, en 1980, c'était l'époque de la création des radios. On avait la chance de créer des radios, c'est ce qu'on appelait à l'époque des radios pirates, parce qu'on ne demandait pas l'autorisation à l'État. Donc on émettait, les gens émettaient. Comme ça, il y avait au moins 2000 radios pirates, dont la radio de Mitterrand. Il avait une radio. Ah oui, c'était une radio pirate. Pirate que Giscard a cassée. Ah ok. Donc il a dit, bon, si je deviens président, je vais donner le droit aux radios d'exister. Donc ça a permis aux Noirs d'avoir une libre expression et de créer des radios. Et moi, je me suis retrouvé comme coordinateur de la Fédération des projets des radios noires. Et la première émission que j'ai pu faire lorsque la radio Tropique FM, qui était qui était la radio du Graden, groupement des radios de la diaspora noire, parce qu'au départ, c'était pas l'outre-mer, c'était vraiment un mouvement de noirs. Et la première émission thématique, c'est moi qui l'ai présentée sur la radio, et c'était « Qui est Cheikh Anta Diop ?» D'accord. Donc j'ai lancé le débat dans la communauté, parce que mon souhait, c'était qu'à terme, Cheikh Anta Diop soit vulgarisé, et qu'il contribue à nous aider à faire une révolution irréversible. C'est-à-dire que, de manière à ce que l'homme blanc, dans son système de prédation, de prédateurs et de personnes qui cherchent à dominer le monde, ne puisse pas nous empêcher de revenir sur nous-mêmes. Et je pense que Cheikh Anta, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est celui qui fonde. C'est-à-dire le mouvement des Kamites sort des travaux de Cheikh Anta Diop. C'est impossible. Il est irréversible. Il est incontournable.
Voilà, donc c'est Cheikh Anta qui est celui qui m'aide à positionner un mouvement. Bon, au départ, je savais pas que c'était un mouvement. Ça devient un mouvement avec la popularité. Donc, d'abord, le mouvement diaspora. Donc, avant de parler de Kamit, on parle de diaspora. Oui. La communauté noire ne parle pas de kamitisme dans les années 80. C'est le mot qui rentre, c'est le mot diaspora. Et la communauté noire ne connaît pas le mot. Mais la communauté va découvrir un mot. Mais nous, qui sommes des idéologues, enfin, on s'avère devenir des idéologues, c'est-à-dire avec le fondateur du mouvement diaspora, c'est-à-dire un Congolais de Brazzaville qui s'appelle Moubou Machiri. Moi-même, on a été influencé aussi par les travaux d'un Guadeloupéen qui s'appelle Guy Numa, qui est vivant et qui peut témoigner. Je trouvais aussi incontournable parce qu'il connaissait beaucoup plus de choses que nous. Et donc, un mouvement est né. D'abord, le mouvement est né avec ce qu'on appelle ADN, Association de la diaspora noire. D'accord. Et c'est Numa qui a initié cette idée, mais il n'y avait personne qui adhérait. Et quand il m'a rencontré, donc, il m'a dit, est-ce que tu peux prendre la tête de cette idée? Et donc, j'ai trouvé tout de suite, ça correspondait à ma pensée. Et donc, le mouvement diaspora a donné l'unité. Mais diaspora veut dire dispersion. Donc, c'est un mot qui devra disparaître avec le temps, parce que c'est une dispersion au sens négatif, parce que c'était provoqué par la traite négrière qui nous a dispersés. Donc, au départ, la diaspora, c'est la conscience que nous venons d'un foyer, qui est l'Afrique, et nous sommes dispersés dans le monde à partir d'un drame, d'une invasion et d'une déportation. Donc, pour moi, il faudra qu'à un moment donné, nous n'ayons plus de diaspora, lorsque nous serons complètement unis. Mais au départ, le mot diaspora était un mot qui résumait l'identité de tout le monde. C'est-à-dire le Martiniquais qui se disait que Martiniquais, il pensait pas à la Guadeloupe, le Guadeloupéen, le Guyanais, le Tchadien, le Sénégalais, etc. On a brusquement trouvé un mot qui nous permettait de tous entrer dedans. Diaspora. Donc diaspora noire. Au début, même les Occidentaux, la France même, qui se méfie toujours de mouvements de Noirs, parce que lorsque des Blancs se mettent ensemble, c'est pour le progrès du monde. Lorsque des Noirs se mettent ensemble, c'est pour un complot. C'est ça. C'est bien résumé. Donc la France n'avait pas vu que ce mot, que les Juifs utilisaient déjà un peu pour eux, ce mot allait devenir un mot qui allait créer une unité du monde noir. Parce que avec le mot diaspora, on avait deux mondes, le continent et la diaspora. Donc ça a permis de fusionner les Africains américains, les Brésiliens dans une expression. Et c'est comme ça que nous sommes allés vers un mouvement que je disais que l'Occident n'avait pas prévu et que l'Occident s'est opposé. La France s'est opposée. C'est-à-dire au début, même les gens qui étaient à Tropic FM, on faisait la promotion de la radio. Tropic FM, la radio de la diaspora noire. Donc tout le monde était content, les taximans, tout le monde. Mais quand ils se sont rendus compte que diaspora noire, ça signifie des gens qui reconnaissent leur africanité, là ils ont dit non, il faut couper ça, il faut arrêter. Mais il était trop tard. Le mot était déjà parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter ça? D'abord, on a fait tout pour que que la radio, qui était une fréquence donnée à la communauté noire diaspora, est devenue une radio de l'outre-mer aujourd'hui. C'est-à-dire l'outre-mer français. Wow. Voilà. Okay. Donc, c'est ça. Et donc, il fallait éliminer la présence de gens comme moi. Donc, moi, j'étais chassé de la radio que j'ai fondée. Voilà. Mais bon, après est venu quelque chose de plus fort, qui est le mouvement Kamit. Parce que le mouvement Kamit était le résultat d'un travail à partir de Cheikh Anta. Le mouvement Kamit nous permettait de comprendre qui nous étions. Nous savions que nous venions de la première grande civilisation du monde, qui était l'Égypte pharaonique. Que l'Égypte pharaonique, que le monde admire, l'Occident admire le monde pharaonique, parce que c'est la preuve que c'est la science, donc c'est l'univers de l'humanité. Bon, donc ça, il l'accepte, mais nous avons récupéré grâce à Cheikh Anta. Parce que Cheikh Anta a fait sa démonstration que c'est pas de l'Égypte que part la civilisation. Ça part du bassin du Congo. Que l'humanité démarre à partir du bassin du Congo. Et
le fameux berceau de l'humanité, c'est dans cette zone. Et que l'Égypte pharaonique a tout reçu de ses ancêtres. Et que les Égyptiens, les pharaons eux-mêmes, se tournaient vers le sud, vers le centre de l'Afrique pour honorer leurs ancêtres. Y compris les dieux grecs de l'Olympe, qui étaient en fait des dieux qui venaient de l'imaginaire de l'Afrique. Et donc, ils se tournaient, les dieux de l'Olympe, Zeus et tout, se tournaient vers le centre de l'Afrique pour honorer les ancêtres. Bon, donc, Cheikh Anta Diop a fait un travail fondamental. Bon, il nous a convaincus, et c'est ainsi que le mouvement Kamite est né. Bon, il y avait des Kamites, des gens qui parlaient des Kamites, hein, donc des gens comme Lukaya, il y a un certain nombre de personnes qui en parlaient. Mais c'était pas un mouvement, c'était plus des gens qui faisaient un travail sur l'Égypte pharaonique, sur l'Égyptien pharaonique, qui enseignaient déjà dans le cadre universitaire, mais c'était pas répandu. D'accord. C'est la radio qui va populariser, c'est Tropic FM qui va populariser avec Diaspora 2000, avec moi, etc. Et les animateurs, parce que nous étions nombreux, hein. Il y a Moumouma, qui est un excellent communicateur, qui est du Congo, comme je le disais, mais qui était un peu de la politique, parce qu'il soutenait la candidature de Lissouba, qui est devenu lui-même président. Et donc, il y avait déjà un mouvement politique autour de Diaspora. Hein. Donc, et donc, la France a vu très vite que c'était un mouvement un peu dangereux idéologiquement. Les Occidentaux ont vu ça. Bon, donc le mouvement Kamite est né, c'était beaucoup plus scientifique, le retour. Et j'ai fondé le mouvement Moonkam, qui se traduit par Kamite, avec comme... Yégouni était là, hein. Donc c'est la radio, à partir de la radio, j'ai demandé à ce qu'on se retrouve. Et donc un ensemble de gens sont venus et nous avons créé ensemble ce mouvement Kamite dont j'étais le coordinateur. Donc Pierre Nilon était là et puis bien d'autres, hein. Et puis de nombreux, hein, certains connus, moins connus. Il y avait une fille qui s'appelle Nouni, qui est restée dans le mouvement. Il y avait Camira. Il y a beaucoup de gens. Bon, je peux pas les citer tous malheureusement, mais qui sont toujours dans le mouvement. Bah, je pense que Nouni a été très proche aussi de Umutunde. Umutunde a pris son nom africain avec nous dans le mouvement Kamite. D'accord. Voilà. Comme nous avions dit qu'il faut, pour toute personne qui aspire à des responsabilités, nous devons avoir aussi des connotations de nos noms d'Africains, ou bien de Nubiens, parce que le mot africain, c'est entre guillemets, hein, parce qu'on devient un peu sévère vis-à-vis des origines des choses, parce qu'on nous a dévié un petit peu de nos identités. Donc moi je dis Nubie pour dire le continent africain, d'autres disent autre chose, Kama et autres, mais donc ce mouvement nous a un peu ramené sur nos identités propres. Voilà. Le mouvement Kamite n'est pas idéologiquement quelque chose de bien structuré. Bon. Donc, parce que au début, on a dit on est Kamite, ça veut dire noir. Au départ, hein, Kamite est noir. Donc il n'a pas de connotation religieuse. Hein. Mais dans le mouvement de Kamite, il y a des gens qui avaient des connotations religieuses, qui revenaient sur l'Égypte pharaonique, qui voulaient retrouver un culte ancestral basé sur ce qu'ils savaient de l'Égyptien pharaonique. On a eu aussi, il y a des musulmans qui se disent Kamites. On a beaucoup de musulmans Kamites. Puis il y a des juifs aussi Kamites. Et puis le mot Kamite est devenu un générique qui englobe tout simplement une certaine forme de conscience. Mais pour moi, le vrai Kamite serait celui qui serait un Kamite autochtone. C'est-à-dire qui a une philosophie qui le ramène à tout ce qui était la civilisation noire avant l'invasion coloniale. Donc pour moi, il n'y a que là qu'on peut se retrouver. Parce que quand l'islam vient, bon, on dit ouais, Mohamed était noir, etc. Donc c'est une récupération qui ne nous amène nulle part, parce que les Arabes ne sont pas avec nous, hein. Nous subissons leur invasion. Les chrétiens qui se disent Kamites, bon, le christianisme vraiment c'est le fléau. Le judaïsme, encore pire, parce que le judaïsme crée la philosophie anti-noire, anti-kamite, hein, puisque tu as le texte de la Genèse où on dit que les Noirs sont maudits, chapitre 9, 18, verset 18 à 27, et que les sémites, enfin, entre guillemets, parce que le mot sémite n'existe pas non plus, mais que les gens qui seraient pas noirs
seraient, aux yeux de Dieu, ceux qui sont bénis, et que les Noirs seraient maudits, et que les esclaves des esclaves sémites et de Japheth seraient les maîtres des Noirs. C'est-à-dire un esclave des Occidentaux serait un maître pour le meilleur des Kamites, il sera quand même en bas. Donc c'est un texte religieux très violent et qui fait un peu l'apologie du racisme anti-noir et que les Africains adoptent, que ce soit à travers l'islam, qui est en fait l'islam sort du judaïsme, hein. Le christianisme sort du judaïsme, ce sont des religions abrahamiques et toutes ces religions reconnaissent Abraham comme étant leur fondateur. Bon, c'est un personnage mythique dont on n'a aucune preuve scientifique de l'existence historique. Bon, mais enfin tout ça a donné un mouvement contre nous-mêmes. Donc lorsqu'on parle de Kamite, chacun prend dans le Kamite ce qu'il veut. Bon, donc je pense qu'il faudrait mettre un peu d'ordre dans ce mouvement, laisser chacun avec ses idées, mais revenir un petit peu sur un système beaucoup plus vrai, qui serait le Kamite avant l'invasion. Donc ce que j'appelle une idéologie fondée sur une conscience autochtone précoloniale. Quand tu dis colonisation, c'est aussi arabe, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la colonisation occidentale et beaucoup moins des invasions arabes qui remontent en plus à beaucoup plus longtemps sur le continent. Oui, c'est-à-dire que les Arabes, l'islam est créé à partir du 7e, 8e siècle, surtout le 7e, et dès les premiers textes que nous avons, les Arabes sont racistes et commencent l'esclavage. Donc dès le 8e siècle, nous avons déjà des textes fondant le racisme et l'esclavage des Noirs à travers l'islam. Bon, les invasions arabes, moi j'appelle ça les invasions des religions abrahamiques. Bon, mais ça commence pas avec l'islam vraiment, ça commence avec le judaïsme. C'est le judaïsme qui fonde, parce que on ignore un peu le judaïsme dans le rôle de l'idéologie de l'infériorité de l'homme noir. Bon, on a fait des recherches. Moi-même, j'ai fait une conférence, un texte fondateur, une déclaration fondatrice du mouvement contre l'anticamitisme. Donc j'ai fondé cela à Gorée en 2004 et à l'île de Gorée, donc au Sénégal. Et donc il y a un texte qui s'appelle, le texte c'est plus insidieux que l'antisémitisme, l'anticamitisme à l'origine des souffrances des Noirs et de l'Afrique. Voilà. Et là, j'explique qu'est-ce que l'anticamitisme et qu'est-ce que l'antisémitisme. Et remonter depuis le passé et démontrer par A plus B avec des documents à l'appui comment c'est le système judaïque qui crée le racisme anti-noir. Et ensuite, c'est adopté par les Arabes, et puis c'est scientifiquement organisé par les Occidentaux, avec les Gobineau, avec surtout des gens comme Linné, comme Buffon, au XVIIIe siècle, qui créent l'idée qu'il y a des races supérieures et inférieures, et puis les Noirs sont au bas de l'échelle. Bon, donc tout ça participe à la même chose, qui change dans le temps. Mais en fin de compte, c'est la même philosophie anti-nègre, anti-noir. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes? Parce que moi, j'ai aussi eu l'occasion d'aborder ça sur Afro-Chronique. Et il y a par exemple, par rapport à cette fameuse malédiction de Cham, on dit oui, mais ça, c'est une récupération. À la base, c'était pas dans les textes originaux. Du coup, la religion, à la base, n'est pas raciste. Ce sont des individus qui ont récupéré ça. Bon, je réponds qu'il faudrait que les gens connaissent l'histoire même de la Bible. C'est-à-dire, il y a l'histoire du livre. D'où vient le livre? Bon, c'est un livre beaucoup plus récent que les gens ne le pensent. Parce que comme la Bible parle de la création du monde à la Genèse, les gens croient que Moïse a écrit. Bon, ils prétendent que Moïse aurait écrit. Mais en fait, on n'a aucune preuve que c'est Moïse. Parce que même dans le texte qu'on attribue à Moïse, on parle de la mort de Moïse. Bon, Moïse ne peut pas parler de... Donc, c'est un texte, bon, parce que les menteurs n'ont pas de mémoire, le gars, il a oublié.
Le gars a oublié sa proposition de départ. Tu sais, l'Ancien Testament n'existe pas au moment où on prétend que ça existait. C'est-à-dire que l'Ancien Testament est organisé par les pharisiens à partir de la fin du 1er siècle après le christianisme. C'est-à-dire que tu n'as pas un texte qui dit une prophétie d'un texte ancien qui dit que Jésus viendrait. Donc c'est après Jésus qu'on commence à créer le texte qui va parler de Jésus. D'accord. C'est important. Bon, les gens ne savent pas. Maintenant, il faut savoir que les manuscrits ne sont pas établis. Parce qu'en 1947, alors c'est intéressant que ce soit 1947, 1945, création de l'ONU, 1946, procès de Nuremberg, 1948, création de l'État d'Israël par l'ONU, en guise de réparation du crime nazi, 1947, donc juste avant la prononciation, la proclamation de l'État d'Israël, on trouve de manière extraordinaire ce qu'on appelle les manuscrits de Qumran. Donc on a trouvé la Bible. Tous les textes de la Bible, sauf le livre d'Esther, bizarre, parce que c'est la seule femme dans la Bible qui porte un nom, parmi les noms de la Bible. Bon, on ne trouve pas cette femme, mais en fait, tous les autres textes, on dit qu'on a les textes. Bon. Et donc, l'humanité dit, voilà, c'est le peuple de Dieu, parce qu'on a retrouvé les manuscrits datant du 2e siècle, avant le christianisme. Donc, on a les preuves que la Bible est un livre vrai. La seule chose, c'est qu'on n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, sorti de texte. Donc, on a fait ce qu'on appelle les manuscrits de la mémoire. On a fait une photocopie des textes d'Ésaïe, et puis tout le reste. On a donné beaucoup d'informations sur le peuple qui avait, soi-disant, ces documents qu'on a retrouvés. Donc, on parle des Esséniens qui avaient ces textes. On parle de leur philosophie, etc. Donc, tous ces textes sont publiés, mais les textes bibliques même ne sont pas à la portée des gens. Et c'est fermé aujourd'hui, personne ne peut y accéder. Bon, donc c'est pour dire que l'histoire de la Bible n'est pas une histoire si simple. Et il faut savoir que les Juifs même, qui prétendent être le peuple de Dieu, ceux qui auraient reçu la Bible, il faut savoir que le manuscrit les plus anciens date du 10e siècle après le christianisme. Et c'est conservé en Russie, à Saint-Pétersbourg. Bon, donc, et c'est le texte le plus ancien que les Juifs qui prétendent être les dépositaires possèdent. 1000 ans après le Christ, ils ont un texte, et qui est falsifié. Bon, donc les gens ne savent pas ça. Donc l'histoire de la Bible, c'est quelque chose d'important. Et puis souvent les gens disent, bon, ça a été écrit en hébreu. Mais l'hébreu n'a jamais existé comme langue. Il n'y a jamais eu une langue hébreu dans l'histoire. La langue hébreu a été créée par Eliezer Pelman, un juif qui est mort en 1922. Quoi? Et qui a été financé par le baron de Rothschild, ce sont des juifs. Okay. Bon. Et donc, les premières personnes qui ont parlé la langue inventée par cet homme, c'est un jardin d'enfants qu'il a créé, parce que quand il voulait parler aux Juifs de la langue qu'il avait créée, personne ne le connaissait. Et les Juifs d'Europe centrale parlaient un dialecte allemand qu'on appelle le Yiddish. Oui. Bon. Et quand on lui a parlé d'hébreu, les gens ont dit, mais attends, ton truc c'est quoi? Bon. Et personne ne le croyait. Wow. Il y avait que lui et son fils qui parlaient la langue. Bon, personne d'autre, parce que son fils, il a bien bombardé la tête. J'imagine. Et les deux parlaient entre eux. Et à un moment donné, quand il a vu que personne l'écoutait, bon, il a créé un jardin d'enfants. Il a pris des enfants entre 3 et 5 ans, une trentaine d'enfants, et il leur a parlé. Et les enfants sont des éponges. Les enfants ont parlé la langue avec lui très vite. Donc, à ce moment-là, il a demandé au baron de Rothschild, juif, ceux qui tiennent le monde financier avec les Rockefeller, de venir voir. Et quand il a vu ça, il a dit, bon, maintenant, on va financer que toutes les synagogues du monde entier apprennent cette langue. Donc, nous sommes à la fin du 19e siècle. Et 50 ans après, on crée l'État d'Israël. Et ils arrivent avec une langue qu'on appelle l'hébreu. Et du coup, le texte de la Bible hébraïque, qu'on appelle Bible hébraïque, c'est en quelle langue à la base? Le texte
surtout en phénicien. Mais le phénicien, c'est ce qu'on appelle le cananéen. Oui. Et les cananéens, c'est les fameux maudits de la Bible. Ça donc, se retourne, ouais. Voilà, donc les gars peuvent pas dire que c'est du cananéen, parce que dans la Bible, on dit que maudit soit Canaan. Pourquoi Dieu aurait donné un texte sacré à des gens maudits? Donc ils disent phéniciens. Et phéniciens sont les Grecs qui ont appelé les Cananéens phéniciens. Et ce qu'on appelle la Palestine, ça vient des Romains. Et c'est au IIe siècle, après le christianisme, que les Romains ont appelé cette zone Palestine, c'est-à-dire le pays des Philistins, c'est-à-dire les gens de Canaan. Bon. Oui, ça n'a pas de sens, parce qu'en plus, la région de Canaan, ils ont justifié la mise en esclavage et le racisme avec la malédiction de Cham, mais c'est Canaan qui a été maudit, et Canaan, ça correspond à une zone qui n'est pas sur le continent africain lui-même. Alors, Canaan, si tu prends le texte de la Bible, Canaan est en Afrique. D'accord, parce que c'est une province kamite, à l'époque c'était une province. Non, c'est-à-dire les Égyptiens avaient Canaan dans leur système. Maintenant, quand tu étudies les textes égyptiens, Canaan, c'est un vrai peuple. On a les hiéroglyphes sur Canaan. Maintenant, quand tu regardes la Bible, Canaan n'est pas la Palestine actuelle. Canaan, c'est le Centrafrique. C'est l'Afrique centrale, les bassins du Congo. Il suffit de prendre un texte, la Genèse chapitre 13, verset 1. On dit qu'Abraham sort de Canaan, où il était. Ensuite, il se dirige vers l'Égypte, où il y avait une famine. Et après, il sort de l'Égypte pour remonter dans le pays de Canaan. Bon, on dit, il remonte. Ce qui veut dire que par rapport au Nil qui descend, il remonte vers la région des Grands Lacs. D'accord. Bon, mais c'est pas que ça. Ça dit que le texte dit, il laisse l'Égypte, il est riche, le pharaon l'a comblé, et il va dans le sud. Quand tu prends l'Égypte, quand tu prends le fleuve, le nord, c'est la Palestine. Le sud, c'est le centre, c'est là où le Nil prend sa source. C'est-à-dire, c'est le Congo, le Burundi actuel, etc. Et ça, le texte, si tu prends par exemple un livre biblique comme la Genèse, comme les éditions Second, qui sont très connues dans le monde francophone, eh bien, on dit bien le sud, ou le midi. Il va dans le sud, le midi ou le sud. Bon, ça c'est dans les versions anciennes. Mais depuis qu'ils se sont rendus compte que les Noirs allaient récupérer ça, ils ont changé, ils ont créé une zone géographique au sud qui s'appelle le Negev. Donc ça veut dire, il dit qu'en sortant de l'Égypte, il va au Negev. Donc, comme le Negev est une falsification géographique actuelle, parce que c'est eux qui font le cadre géographique, donc quelqu'un qui lit aujourd'hui Genèse chapitre 13, il va voir que Abraham se dirige vers le Negev. Mais si tu prends la même version de Louis II, mais dans les textes avant 1970, tous les textes, tu vas trouver que c'est le sud et que le Negev n'existe pas. Donc nous assistons à des falsifications de l'histoire par les mêmes personnes qui sont des anti-Kamites. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans la Bible. Et si nous les Noirs, les Kamites, on était mieux informés, bon on s'informe bien, mais si on avait les subtilités de cette falsification, je pense que beaucoup se délivreraient et reviendraient plus vers leur ancestralité que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, ça c'est les premières réflexions sur ce livre soi-disant sacré. Pour avoir lu la Bible plusieurs fois, parce que je la lisais à l'époque, je prenais 1 an pour la lire, pour l'étudier. D'accord. Donc, verset par verset, de la Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Et je le faisais régulièrement pendant des années. Dès que j'avais fini, je recommençais. Wow. Et j'étudiais, je prenais des notes. Donc, c'est un livre que nos ancêtres m'a donné l'occasion de bien comprendre pour peut-être mieux poser le problème d'une révolution culturelle aujourd'hui, fondée sur nos vraies bases, mais où nous avons face à nous une grande falsification qui nous a été imposée par l'esclavage. Parce que tout
esclaves dans le code noir que Colbert a publié, tout esclave devait être catholique. C'était une obligation. L'article 2 de ce texte disait que tout esclave, tout maître qui a des esclaves doit le baptiser dans l'église catholique apostolique romaine sur 8 jours. Sinon, le maître perdait ses esclaves et ses biens. Article 3, personne ne pouvait gérer l'esclavage, la coordination de l'esclavage, si cette personne n'était pas catholique. Voilà, donc ça veut dire que c'était une organisation esclavagiste structurée sur la base de la religion. Bon, donc ça nous a été imposé. Hein? Et même, on nous baptisait, mais l'article 44 disait que nous étions des meubles, autrement dit pas des humains. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Mais ils n'ont peur de rien. Oui, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui leur passe par la tête, ils l'écrivent. Alors, tu nous as parlé de beaucoup de choses que tu as initiées, où tu as participé, du coup, que ce soit le terme diaspora, la découverte, on va dire, à un niveau plus populaire de Cheikh Anta Diop, etc., et des recherches du mot kamit, c'est pourquoi on utilise le mot kamit, sur aussi l'impact que les religions ont eu aussi sur notre état d'esprit aujourd'hui, etc. Il y a aussi une chose que tu as participé à initier, c'est la caravane du retour. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, la diaspora, notamment des Antilles, de Guyane, etc., doit rentrer sur le continent africain? Bon, la notion de caravane du retour, c'est le 8 janvier 2002 que je crée la caravane du retour. Je suis en Martinique et je réponds à la demande d'un de nos frères anciens qui s'appelle Hassani Fassassi. D'accord. Donc Hassani Fassassi, qui a écrit Le péché du pape. Ah oui. Ouais, et qui a révélé le texte de texte catholique de Nicolas V, le pape Nicolas V, qui le 8 janvier 1454, a publié une bulle où il demande de mettre les Noirs en esclavage et de commencer la déportation des Noirs, non pas vers les Amériques qui n'étaient pas encore découvertes, mais vers l'Europe. Donc, on prend les gens du bassin du Congo et ailleurs, on les dirige vers l'Europe. Donc, c'est l'Atlantique, mais vers l'Europe. La traite négrière transatlantique, on traverse l'Atlantique, ça vient un peu plus tard. Donc, il fallait d'abord que Christophe Colomb découvre pour que le chemin soit ouvert. Bon, donc, Hassani Fassassi, en révélant cette bulle, parce qu'il a fait traduire la bulle. La bulle n'a jamais été traduite en français avant Hassani Fassassi. Donc, Hassani va contacter des chefs de l'Église pour que les chefs de l'Église approuvent la traduction. Donc, il obtient un texte français à partir du vieux texte, mais il est à l'initiative de ça. Bon, Hassani, c'est quelqu'un que nous connaissons, que j'ai connu. J'ai participé à des réunions avec lui au début, lorsqu'il crée le COFAD, qui est le collectif des fils et des filles d'Afrique déportés. Nous sommes tous là avec lui, Yowene, tout le monde, nous sommes là après, on s'organise différemment et lui, il gère cet aspect de manière extraordinaire. C'est-à-dire que c'est lui qui va être un petit peu à l'origine des initiatives de Taubira, Christian Taubira, oui, pour que la traite négrière soit reconnue crime contre l'humanité. Et donc, lui, ce qu'il demandait, il disait, le 8 janvier de chaque année, faites quelque chose pour marquer justement cette date grave. Et donc, le 8 janvier 2022, il dit à partir de midi que quelqu'un fasse quelque chose. Chacun fait ce qu'il peut. Et moi, je dis, bon, je trouve qu'il a raison. Et à midi, je crée. Le 8 janvier 2002, je crée la caravane du retour. Alors, en Martinique, et on va commencer maintenant ce mouvement d'aller vers les Martiniquais et les Guadeloupéens. Donc, je vais me déplacer. Et donc, je vais demander à ce qu'on commence à s'organiser pour le retour. Donc, je fais appel au retour. Et à partir de cette date, donc la caravane de retour est créée
Le 26 février 2002, je fais la première émission sur RFO pour faire connaître, parce que c'était la date de la conclusion de la conférence de Berlin, le 26 février. Donc j'ai choisi cette date symbolique pour commencer la propagation, la proclamation de cette caravane du retour. Et donc, il y a que 2 personnes qui répondent, Imanié, qui devient aussi ma compagne, et son fils, qui était tout jeune. Donc, on part. Après, on va en Guadeloupe pour faire la même chose. Donc, on fait le tour et on part avec les Africains, enfin, les maîtres du Belay, c'est-à-dire ceux qui avaient gardé la tradition musicale africaine, dont le doyen Apollon Valade, qui nous accompagne. Et on commence à faire connaître la caravane du retour. Et après, la caravane du retour va porter plainte. Enfin, moi, je porte une plainte contre la France pour crime contre l'humanité, parce que la loi Taubira vient d'être créée en 2001. Donc, à partir de 2002, il y a la lecture de cette plainte à l'Atrium, la plus grande salle de la Martinique, qui était remplie. En 2003, on refait la même chose, la caravane du retour organise. Bon, là, il y a une conférence, visioconférence avec Christiane Taubira, qui est en Guyane et qui est dans les locaux de l'État, dans les locaux de la télévision de l'État, RFO, va écouter la plainte et ensuite va intervenir sur la place publique de la Martinique, où il y a des centaines de personnes qui sont venues avec des flambeaux. Voilà. Donc, à cette même année-là, il y avait Théophile Obenga qui était là aussi, qui était là pour des conférences. Donc, la caravane du retour ensuite va partir au Sénégal. Pour partir, moi, je ne veux pas payer le billet d'avion. Donc, je dis, attends, on est parti par bateau enchaîné, gratuitement, et nous, maintenant, il faut revenir en payer un billet. Je dis, non, ça va pas. Donc, je vois une compagnie d'aviation. Je dis, il faut nous donner des billets. On peut pas payer. Et la compagnie accepte. Ah ouais? C'est la compagnie Corsair qui était associée à Nouvelles Frontières. D'accord. Ils nous donnent des billets d'avion. Et donc, on va rentrer en Afrique sans payer. Et la caravane du retour, quand on va arriver au Sénégal, parce que le Sénégal va nous accueillir, bon, je passe sous les détails parce qu'il y a beaucoup à dire, parce que c'est arrivé à l'ambassade du Sénégal. Et l'ambassade du Sénégal nous accompagne parce qu'ils sont très fiers qu'on fasse un retour comme ça chez eux. Et quand j'arrive à l'aéroport, j'ai un passeport français, mais j'écris sur le carnet d'embarcation dans l'avion, nationalité, Union africaine. Donc je suis bloqué. En 2023, je suis bloqué au Sénégal quand le responsable de l'immigration qui faisait entrer les gens, le policier, il regarde, il me dit, monsieur, remplissez correctement la feuille. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, oui, ça n'existe pas comme nationalité. Ah oui, j'ai dit, oui, mais aujourd'hui, j'ai fait le grand retour. Et pendant 400 ans, nous sommes partis. Maintenant, l'avion m'a déposé sur la terre de mes ancêtres. Je ne veux pas écrire en français ici. Bon, donc il me dit, mettez-vous de côté. Et avec Imanié et son fils. Et puis, jusqu'à ce que l'avion, tout le monde est parti. Et puis, il y a le chef de l'immigration qui contrôle l'aéroport, qui se lève parce qu'il est 2 heures du matin. Son collègue lui dit, bon, il y a un monsieur qui nous pose un problème. Donc, il vient et il me dit, monsieur, je suis le responsable de l'immigration dans ce pays. Donc, on m'a dit qu'il y a un problème. Quel est le problème? Donc, je lui ai dit, avec tout le respect que je vous dois, je veux surtout pas vous créer des problèmes, mais je peux pas écrire français aujourd'hui. Parce que la France reconnaît son crime. Si la France reconnaît son crime à travers la loi Taubira, ça veut dire qu'il y a des victimes et puis il y a aussi un criminel. Et la France est criminelle, dans le cas, comme les nazis. Donc je veux pas écrire français alors que moi j'utilise la réparation de le droit. Donc je peux pas écrire français, il faut qu'on trouve une solution. Bon, il me regarde, il manie, il regarde un peu les documents que l'ambassade avait donnés pour nous soutenir. Et il dit, ce sera le bienvenu chez toi, rentre. Oh, magnifique. C'est comme ça que je rentre au Sénégal.
Et le président Ouad, parce qu'il y avait tout de suite après des conférences panafricaines, et donc je me suis retrouvé dans le milieu des panafricains qui justement décidaient un certain nombre de choses. J'étais dans la commission diaspora. Et puis, donc le Sénégal a tout de suite, en tout cas Ouad a dit, bon, ce monsieur-là, c'est un Africain, vous l'embêtez pas. Il est tranquille, pas de problème de papier, il est chez lui. Donc, 8 ans au Sénégal, sans papier, sans problème. Tout le monde m'a accepté. Et ils m'ont jamais posé le problème que la RDC m'a posé en me mettant en prison. Le Sénégal aurait pu le faire, mais le Sénégal n'a jamais fait. Ouad a refusé que je puisse avoir des problèmes. Bon, c'était admirable. Mais je pensais que les autres pays africains étaient comme ça. C'était pas le cas, même en RDC. Et puis, 3 mois, bon, c'est comme si j'avais un visa touristique. Au bout de 3 mois, je vais voir le chef de police de la région, le commissaire, et j'ai dit maintenant, lorsque quelqu'un arrive avec un passeport français, un noir, peu importe, quels sont les papiers que cette personne doit posséder pour rester dans le pays, au-delà de visa touristique, qui est naturel. Tu viens, tu ne te demandes pas de visa, ni de carte de séjour, mais après 3 mois, si tu restes dans le pays, il faut faire une demande. Donc, il me donne la liste, gentiment, il me dit, voici, il faut ça, 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 ça. Il me donne. Je regarde. Je dis, si j'étais un étranger en Afrique, j'aurais tout rempli et j'aurais tout donné. Mais je suis un Africain qui revient après 400 ans d'esclavage. Donc, je vais rien remplir et je vais pas partir. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars se lève, il me prend dans ses bras. Il me dit, mais attends, moi j'ai toujours entendu parler de Kunta Kinte. J'ai toujours entendu parler de Racine. Mais c'est toi. C'est toi. Mais c'est toi. Non, 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 non. T'as pas de problème. Dans toute la juridiction que j'administre, tu n'as pas de problème. Tu circules. Si quelqu'un vient te poser un problème, la personne vient à moi et je dis tu circules. Tu n'as pas de problème. Si c'est trop important, à ce moment-là, ça monte au président et au ministère des Affaires intérieures. Mais moi, c'est toi. Et puis il me présente au gouverneur, il me présente à tout le monde et puis voilà. Donc c'est comme ça que le Sénégal a été vraiment un pays qui m'a permis de poser les problèmes que je pose encore, mais avec des conséquences différentes aujourd'hui. Voilà. Tu as parlé de l'importance du retour, notamment, particulièrement pour la diaspora. Il y a une question qui peut être soulevée assez souvent, notamment par nos frères et nos sœurs des Caraïbes, de Guyane, etc., ou même du tout le continent dit américain, qui est que, même si ça a été imposé, ils sont installés là depuis 400 ans, 500 ans. Nous avons aussi une ascendance des natifs américains, que ce soit Taïnos, Kainagos, etc. Finalement, est-ce que de nous dire de retourner en Afrique, c'est pas aussi rejeter cette culture qu'on a créée aussi dans nos territoires dits américains? Oui, c'est une très très bonne question, très importante, avec beaucoup de conséquences géopolitiques. Bon, ceux qui sont conscients qu'ils viennent du continent à travers la traite négrière ont le droit de retour. Donc dès lors qu'il y a crime contre l'humanité, le premier droit, c'est le droit de retourner chez soi. Bon, la jurisprudence du cas d'Israël, qui dit, bon, nous sommes la Palestine, entre guillemets, nous devons revenir chez nous. Bon, ça il y a beaucoup de guillemets là-dedans parce que ils n'ont jamais été déportés par les nazis à partir de la Palestine. Hein. C'est ça. Ils sont partis de Drancy, ils sont partis de villes européennes, mais ils ont utilisé la notion de crime contre l'humanité qui a été utilisée pour la première fois en leur faveur dans le procès de Nuremberg contre les nazis, où l'article 6 dit que il y a crime contre l'humanité. Et le crime contre l'humanité, c'est un crime imprescriptible. C'est-à-dire, quel que soit le moment où le crime se serait passé, il est réparable. Donc les Juifs ont dit, nous avons été déportés par les Romains en l'an 70, à l'époque de Titus, l'empereur. Et donc, ce sont les Européens, l'Italie, c'est l'Europe. Donc maintenant, on a le droit de retour. Donc en fait, ils ont utilisé une subterfuge pour leur permettre de dire qu'ils veulent aller dans la terre de leurs ancêtres. Bon, ça c'est une parenthèse mais qui peut nous servir de jurisprudence aussi
pour dire si eux, ils ont revendiqué un crime qui se serait passé tout en conditionnel il y a 2000 ans, donc ça veut dire que nous qui avons subi la déportation il y a 200 ans, hein, donc moins de 200 ans, donc ça veut dire que nous aussi on a les mêmes droits. Donc on peut se servir de la jurisprudence. Donc le droit de retour est un droit fondamental dans la notion de crime contre l'humanité. D'où la nécessité de parler de crime contre l'humanité pour entrer dans la gestion du droit international. Bon, c'est important, sinon on peut pas rester en justice. Donc c'est un droit normal. Donc tous ceux qui sont conscients, qui viennent du continent, ont le droit de retourner et d'être assistés par le droit international pour rentrer chez eux. Bon, c'est la moindre des choses. On retrouve sa famille. Maintenant, en ce qui concerne les natifs, il faut savoir qu'il y avait dans les Antilles des peuples, comme tu les as cités tout à l'heure, des Taïnos, des Arawaks avec la Guyane, des Kalinago, et puis si on prend les États-Unis, les Sioux, les Cheyenne, etc., tous ces peuples-là. Donc ce sont des centaines de peuples autochtones qu'on a trouvés chez eux. On les a, il y a eu génocide contre eux, ils ont été parfois les esclaves, mais ils étaient chez eux. Donc il y a eu un crime, le génocide, et tout ce que l'Occident a fait constitue des crimes contre l'humanité d'après la Cour pénale internationale. Donc ils sont aussi des victimes. Et dans le cas de la Martinique et de la Guadeloupe en particulier, nous pouvons dire qu'il y a une communauté de Français et d'Européens qui constituent ce qu'on appelle la communauté des Békés. Ils sont 10 familles, ils représentent 3000 personnes, soit moins de 1% de la population antillaise. Moins de 1%. Et ils ont l'apartheid, c'est-à-dire que depuis l'esclavage, ils vivent en communautés séparées. Donc, pour des raisons précises, parce qu'ils disent si on se marie officiellement avec un noir, ça veut dire que l'enfant va être métis, donc un noir, et va hériter de ce qu'ils ont. Donc ça veut dire que la communauté noire va commencer à avoir le droit juridique. Donc ils restent séparés. Ils font l'apartheid. L'apartheid est un crime contre l'humanité, dans l'article 5 et 6 de la Cour pénale internationale. Donc on peut les attaquer sur cette notion même d'apartheid. Parce que comme ils font des mariages consanguins avec des gens de leur même famille, entre eux, donc ça crée des dégénérescences. Donc ils ont des problèmes de dégénérescence, mais pour pallier à ça, ils vont chercher des enfants, des femmes, pour leurs enfants qui viennent d'Argentine et tout. Et donc du coup, ils se maintiennent dans l'apartheid. Okay. Bon, maintenant, comme ils ont précédé les Africains, parce que c'est eux qui ont déporté les Africains. Ils disent les Africains ne sont pas des autochtones, donc ils n'ont pas droit à la terre. Maintenant, les vrais Amérindiens qui étaient là, qu'ils ont mis en esclavage, en invasion, etc., pourraient revendiquer le droit à la terre. Donc ils ont prétendu, à partir d'un certain nombre de décrets, qu'il n'y avait plus d'Amérindiens, qu'ils avaient tous disparu et qu'ils s'étaient suicidés, parce qu'ils ne voulaient pas supporter l'esclavage. Mais c'est faux. Tous se sont mélangés aux Africains. Et donc, ils sont là. Et ce sont eux les vrais propriétaires de la terre. Donc, je pense qu'il y a un problème idéologique, à savoir que nous devons... moi, je suis mélangé. Par exemple, je prends mon cas précis. Mon grand-père est un Amérindien. Ma mère, donc, est à la fois amérindienne et africaine. Bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars en Afrique et je dis, bon, j'abandonne les Caraïbes? Non, je peux pas. Je dois utiliser mon continent ancestral, mais en même temps utiliser mon droit sous les Caraïbes. Donc, ça veut dire que il faut rentrer, je pense, en conflit direct avec les esclavagistes qui sont là et leur dire non, vous n'êtes pas propriétaire de ces terres, les Amérindiens sont là. Nous sommes mélangés au peuple et donc vous êtes dans un cadre d'un crime. Et la seule manière de gérer ce problème, c'est l'indépendance vis-à-vis de vous, parce que vous êtes des voleurs, des criminels, depuis des siècles, 400 ans d'esclavage, depuis 1635 vous occupez ces terres, et vous êtes les seuls propriétaires, c'est vous qui avez les terres agricoles, c'est vous qui avez les marchés, et vous avez été indemnisés
lors de l'abolition de l'esclavage en 1848, donc le décret du 27 avril 1848, article 5 du décret d'abolition, les esclavagistes ont droit à des indemnisations. Et l'esclave n'a rien. Donc l'esclave reste sous la domination des esclavagistes qui, eux, reçoivent des finances pour pouvoir continuer à maintenir la colonisation. Bon, donc, pour moi, cette question est très importante. Ceux qui veulent revenir en Afrique ont ce droit. Ceux qui veulent rester ont ce droit. Et il faut les aider à rester et à prendre l'indépendance, la gestion de ces terres en trouvant un système qui doit être conflictuel. Il faut rentrer dans le conflit de manière à ce que les Békés sachent qu'en tant que minorité de moins de 1%, bon, ils ne peuvent pas faire le poids. Ils ne peuvent faire le poids que si la France assiste le crime et les soutienne encore. Mais avec ces arguments-là, ça ne tient pas devant le droit et la morale internationale. Donc, il faut accepter le conflit et peut-être, si vraiment on veut notre libération, il faut accepter une notion de droit militaire et de lutte armée, de manière à ce que nous puissions nous libérer. Bon, ça c'est ma vision, je prends mes responsabilités en disant ça. Donc les Békés doivent apprendre à se préparer à quitter. Maintenant, il y a une autre notion géopolitique, c'est l'Afrique. Pourquoi la Martinique fait partie de l'outre-mer de l'Europe et de la France? L'outre-mer, ça dit c'est le territoire. Mais si tu prends la distance géographique entre les Antilles, la Martinique et la France, c'est 8 heures de vol. Donc 7000 à 8000 km. Si tu prends la distance entre la Martinique et Dakar, c'est 4 heures de vol. Donc pourquoi notre pays, nos pays, habités par des Noirs, avec des Amérindiens, ne seraient pas l'outre-mer de l'Afrique, du continent africain, et non l'outre-mer de l'Europe qui a commis le crime? Donc il faut, pour la liberté des Caraïbéens, il faut que les Africains se structurent et disent nous devons avoir des vols directs. Sais-tu qu'il n'y a pas de vol direct actuellement entre le continent et la Caraïbe, avec près de 50 millions de gens? Il n'y a pas. On interdit parce que c'est chasse gardée, parce qu'on sait qu'à partir du moment où il y aura des relations économiques, de transport, de communication diverses, à ce moment-là, l'esprit de petites îles, avec un continent de 1,5 milliard d'hommes, plus les matières premières qui font de l'Afrique le système le plus prestigieux et le plus stratégique du monde, bah, ça veut dire que nous pouvons gérer très bien les deux, avec nos avions et tout. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas nécessairement pousser ceux qui veulent pas partir à partir, mais leur dire, restons en connexion et créons une seule force à travers nos ancêtres qui ont subi une souffrance commune. Bon, moi, c'est ce que je pense qu'il faut, c'est à quoi il faut arriver aujourd'hui. Et bon, c'est la philosophie que je défends. Bon, ok pour le continent, c'est à nous, mais nous pouvons aussi avoir nos résidences chez nous et faire la navette et faire nos affaires et utiliser l'Afrique, qui est notre terre ancestrale aussi, comme vraiment l'instrument nous permettant ensemble d'être forts. Parce que la diaspora, c'est quand même entre 200 et 300 ou 350 millions de personnes, avec les Brésiliens qui sont déjà près de 70 millions, les Américains noirs, les Caraïbéens. Si on se met ensemble avec notre continent, nous représentons une masse extraordinaire, géopolitique et économique. Bon, nous devons aller vers ça. Et donc, il faut profiter que la France est affaiblie un petit peu au Mali et autres, avec les Russes et tout, pour avoir une autre vision géopolitique du monde et nous voir au centre, hein, et plus à côté, en marge de la civilisation humaine. C'est vrai que bon, moi, je vais parler en tant que... là, du coup, issu un peu plus enfin voilà, un de mes parents, du coup, est africain. Et c'est vrai qu'on peut croire que, voilà, choisir de s'installer dans un autre continent, c'est rejeter l'autre. Sauf que pas du tout. C'est juste un choix par rapport à un alignement personnel. Personne n'a décidé pour nous. Et moi, on n'a pas de justification à donner. On fait parce que ça nous parle et parce que on se sent en alignement avec ça. Donc, c'est tout. Et ce que tu dis est important parce que, pour moi, il y a une conscience autochtone. Parce qu'il n'y a que les autochtones qui sont restés dans leurs entités, dans ces civilisations, qui sont en situation de résistance.
à la prédation coloniale et occidentale. Hein, parce que l'Occident, ça veut dire quoi? Occident, ça veut dire l'Ouest. Donc l'Ouest de l'Europe. Les gens se disent occidentaux, ça veut dire qu'ils poussent vers l'Ouest. L'Ouest, c'est le Far West, c'est les cow-boys. C'est vrai. Ça veut dire que c'est un esprit d'invasion et de domination. Maintenant, les autochtones, c'est ceux qui sont victimes, mais ils sont pas victimes seulement aux Amériques ou en Afrique, ils sont victimes partout. En Australie, y compris les Bretons eux-mêmes sont des autochtones, des Celtes. Donc, nous devons avoir une philosophie autochtone parce que ce sont les gens qui résistent et qui restent avec la terre, à l'écologie, et créer une solidarité autochtone du monde, peu importe la peau. Il faut dépasser la peau, il faut regarder l'esprit. Qu'est-ce qu'on porte et qu'est-ce qu'on veut véhiculer. Et si toute l'humanité vient du bassin du Congo, qui est le berceau de l'humanité, ça veut dire que tous les hommes viennent d'un même endroit et ont des ancêtres communs. Donc c'est ça qu'il faut créer. C'est pour cette raison que, en fait, lorsque j'ai eu des problèmes en AVC, j'étais en train de partir vers les terres de repérage pour faire un grand pèlerinage pour l'humanité dans le bassin du Congo, pour qu'on puisse commencer à réfléchir aux conséquences d'un retour vers nos valeurs ancestrales à partir du continent africain, qui est la source. Et donc, dans ce retour spirituel, à ce moment-là, c'est l'humanité qui a sa place. Donc, toute personne peut venir méditer, réfléchir dans ce lieu ancestral, et puis voir comment nous pouvons repenser l'humanité, parce que nous sommes partis dans tous les sens, et nous sommes en train d'embrouiller la planète. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière de nous reconstituer, de revenir vers nous-mêmes, de dépasser la couleur de la peau et tout, pour essayer de rester dans l'essentiel? Bon, c'était dans ce sens-là, et c'est à ce moment-là que j'étais arrêté, parce que je commençais à traverser le pays. Et donc, il y a une réflexion. Je n'ai pas abandonné le projet, donc je vais toujours faire dans les terres du Congo, au mois d'août 2023, la première édition de ce grand pèlerinage. Voilà. Donc tout ça, c'est lié au peuple autochtone et on est liés. Voilà. Je mettrai les détails, parce que tu en as déjà parlé sur ta page Facebook, donc je rajouterai ça. Oui, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup.